Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de faits réels, l'émission qui vous dévoile la réalité qui se cache derrière la fiction. Je suis Mathias. Et je suis Charles. Ce soir, nous vous proposons de découvrir un des mystères les plus incroyables de l'histoire d'Espagne. Il s'agit de l'unique cas d'activité soi-disant paranormale reconnu par la police espagnole. Vous aurez sans doute compris de quoi il s'agit si vous avez vu le succès en salle ces dernières semaines. Nous voulons parler de Véronica, de Paco Plaza, sorti en France le 24 janvier 2017. Véronica raconte l'histoire d'une adolescente madrilène de 16 ans, tourmentée par des esprits malfaisants après une séance de planche Ouija. Durant toute sa campagne de promotion, le film a été présenté comme inspiré de faits réels. Mais est-ce vraiment le cas? C'est ce que nous allons voir ce soir. Le personnage de Véronica se base sur une personne bien réelle, Estefania Gutiérrez Lazaro, qui est morte en 1991 dans des circonstances troublantes. Cette étrange affaire, que l'on a appelée en Espagne l'affaire Vallecas, a défrayé la chronique au début des années 90. On a parlé de possession, de Christ qui se renverse, de mystérieuses taches d'ombre dans la nuit, ou encore de photos qui brûlent. Des phénomènes très inquiétants qui pourraient, si tant est qu'on y croit un peu, s'être vraiment produits. Rangez-moi cette planche Ouija et arrêtez d'importuner les esprits, car ce soir on part sur les traces de la jeune Estefania Gutiérrez Lazaro et de son funeste destin. Bienvenue à Madrid. Nous sommes au 8, rue Luis Marín, dans le quartier populaire de Vallecas. C'est ici, entre ces bâtiments en grande partie occupés par la classe populaire, que se formera une partie de l'esprit rock de la scène musicale espagnole et que le célèbre groupe Scapé se formera en 1994. Mais pour l'heure, nous sommes en 1991, dans la chambre de la jeune Estefania Gutiérrez Lazaro, qui vit ici avec ses parents et ses 6 frères et sœurs. Estefania a 18 ans et elle cultive depuis quelque temps une passion pour l'occultisme. Elle a déjà joué plusieurs fois à la planche Ouija. Ce jeu, qui consiste à invoquer les esprits à l'aide d'une planche sur laquelle sont inscrites des lettres, peut se révéler très dangereux. Mais Estefania a l'habitude de le pratiquer. Elle l'a déjà fait plusieurs fois et elle suit toujours une des règles d'or. Bien terminer la séance avant de ranger la planche. Hélas, un jour, elle n'a pas eu l'occasion de le faire. À une date indéterminée, quelques mois avant août 1991, Estefania Gutiérrez Lazaro s'est installée dans les toilettes de son établissement scolaire avec quelques amis. Une d'entre elles voulait entrer en communication avec son petit ami, mort un peu plus tôt dans un accident de moto. Les adolescentes ont alors entamé une partie de Ouija avec une planche qu'elles avaient confectionnée elles-mêmes. C'est à ce moment-là que, si l'on en croit les témoignages de l'époque rapportés par la presse espagnole, un esprit aurait fait éruption. Malheureusement, Estefania et ses amis n'ont pas eu le temps de le renvoyer et de terminer la séance comme il se doit. Un professeur qui passait par là les a brusquement interrompus. Furieux de les voir jouer avec cet objet, il a immédiatement détruit la planche Ouija. Dans une interview accordée en 1992 à la chaîne Antena 13, la mère d'Estefania a assuré qu'une fumée noire serait alors entrée dans la bouche de sa fille. Les médias ibériques rapportent qu'Estefania Gutiérrez Lazaro aurait commencé à ressentir, dans les heures qui ont suivi cette séance de Ouija brusquement interrompue, des phénomènes mystérieux. La nuit, elle voyait régulièrement des ombres passer dans sa chambre. Elle aurait plusieurs fois vu un groupe d'hommes sans visage s'approcher de son lit dans la pénombre pour essayer de l'emporter. La pauvre jeune femme a souffert de nombreuses hallucinations, crises de panique et a été souvent prise de convulsions. Au pire stade de son état, Estefania s'est même effondrée dans les bras d'une de ses sœurs, de l'écume aux lèvres, comme lors de graves crises d'épilepsie. Ses parents, évidemment inquiets, l'ont emmenée chez des médecins et dans des hôpitaux, mais personne n'a su identifier le mal dont elle souffrait. Le 14 août 1991, Estefania Gutiérrez Lazaro, qui se renfermait de plus en plus sur elle-même, venait de rompre avec son petit ami et rentrait chez elle. Sur le chemin, elle a fait une attaque. Si elle a rapidement été conduite à l'hôpital Gregorio Marañón, il était trop tard. La jeune femme a expulsé des liquides sombres de sa bouche, prononcé quelques mots avec une voix étrange, puis a sombré dans un profond coma. Elle ne s'est jamais réveillée. Les médecins ont conclu à une asphyxie pulmonaire, mais en notant au passage que sa mort avait été soudaine et suspecte. De quoi alimenter l'imagination de tous ceux qui croient aux esprits et aux démons. Il faut bien noter qu'à ce stade,
il n'y avait pas eu de réelle intervention de la police, ni rapport, ni confirmation de faits surnaturels. Le film Véronica, qui raconte en détail et très librement la mort d'Estefania, assure que son histoire est basée sur des phénomènes officialisés par la police espagnole. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le seul rapport de police, celui qui est à l'origine de toute l'affaire Vallecas, n'a été rédigé que plus d'1 an après. La séance de Ouija, les apparitions, les hommes sans visage, tout cela n'a jamais été confirmé par les forces de l'ordre, mais rassurez-vous, le rapport de police comporte son lot de frissons. Chez les Gutiérrez Lazaro, les années qui ont suivi la mort d'Estefania ont été particulièrement douloureuses. Il est toujours atroce, inconcevable de perdre un enfant. On ne peut qu'imaginer la douleur qu'ont traversé Maximo Gutiérrez et Concepción Lazaro. Ont-ils voulu croire que l'esprit de leur fille était toujours présent ou ont-ils vraiment vécu des phénomènes paranormaux ? Toujours est-il que dans l'année qui a suivi la disparition d'Estefania, ils assurent avoir insisté à l'impossible. Sur l'autel qu'ils ont érigé dans l'appartement en l'honneur de leur fille, ils auraient vu une photo d'Estefania s'embraser spontanément, brûlant uniquement son visage. Ils assurent également avoir senti des courants d'air froid et entendu la voix de leur fille les appeler. La nuit, ils se sentaient même observés par une grande forme noire de 2 mètres. Le point culminant des manifestations surnaturelles a été atteint dans la nuit du 18 au 19 novembre 1992. À 1h59 du matin, le téléphone a sonné au commissariat de Vallecas. Au bout du fil, la voix paniquée de Maximo Gutiérrez assurait que des phénomènes parapsychologiques se produisaient chez lui depuis la mort de sa fille. Le père de famille a évoqué de mystérieuses forces qui avaient secoué une affiche au point de la faire tomber du mur et avaient renversé un crucifix. Le rapport de police précise que l'opérateur en charge de l'appel a reçu de nombreux détails de la part de plusieurs membres de la famille qui se sont succédés au téléphone. Cette nuit-là, les phénomènes auraient été particulièrement violents, les poussant à contacter la police. Sentant l'état de la panique des Gutiérrez Lazaro, le central a envoyé une équipe sur place. À 2h40 du matin, cette nuit du 18 au 19 février 1992, 2 voitures de police se sont garées devant le 8 rue Luis Marín. À bord, il y avait 6 policiers, dont l'inspecteur-chef José Pedro Negri. Voilà ce qu'il a raconté 20 ans après dans l'émission Cuarto Milenio. La première chose que j'ai ressentie, c'est ce froid pesant et la panique d'un enfant dans les bras de sa mère que j'essayais de calmer. José Pedro Negri a fait le tour de l'appartement avec son équipe et ce qu'il a vu le trouble encore aujourd'hui. Dans son rapport, rédigé à tête reposée quelques jours plus tard, il assure avoir entendu des bruits suspects, observé un placard s'ouvrir et se fermer tout seul, vu un étrange fluide marronâtre apparaître sur un guéridon et même un crucifix s'envoler. Il est écrit noir sur blanc dans le rapport de police que José Pedro Negri et 3 policiers qui étaient à ses côtés ont assisté à une série de phénomènes en tout point inexplicables. Encore aujourd'hui, l'inspecteur reste persuadé qu'il a eu affaire à quelque chose de surnaturel. Pour lui, la pièce la plus chargée en énergie négative était la salle de bain de la famille. En entrant dans la pièce, il a ressenti un intense froid intérieur. En 2002, il a confié devant les caméras de la chaîne Quattro qu'il avait eu à ce moment précis une sensation qu'il n'avait jamais ressentie de sa vie et qu'il n'a plus ressentie depuis. L'affaire Vallecas n'a jamais été résolue et ces phénomènes demeurent inexpliqués. Des hypothèses rationnelles ont été données, comme celle d'un canular ou d'une hystérie collective, mais le surnaturel reste privilégié. Surtout depuis que la mère d'Estefania, Concepción Lazaro, a déclaré à la télévision que sa fille était possédée et qu'elle avait été tourmentée par l'esprit de son grand-père. Peu avant la partie de Ouija fatale, le père de Concepción Lazaro était décédé. Ce personnage antipathique avait juré avant sa mort qu'il ruinerait leur vie. Pour la famille Gutiérrez Lazaro, c'est sans doute son fantôme qui est à l'origine de tous leurs maux. Quelques années après cette nuit de novembre 1992, la famille a quitté le sinistre appartement de Vallecas. La presse espagnole rapporte que les phénomènes ont immédiatement cessé et que les nouveaux occupants n'ont jamais rien vécu d'étrange, du moins pour le moment. Il est maintenant venu le temps de parler de Véronica, le film. Véronica qui est un film de Paco Plaza, à ne pas confondre avec Jaume Balaguerro,
puisque ceux qui ont vu Rec ont du mal souvent à les dissocier. C'est vrai, hein, Charles, que ces deux réalisateurs-là ont une histoire commune assez chargée quand même. Ils ont tout Rec, presque tout Rec en commun. Ils ont bossé ensemble sur ce film d'horreur, donc les gens se souviennent peut-être du premier Rec en 2007. Qui est excellent, je le maintiens. Qui est un bon film d'horreur en caméra subjective, caméra amateur et subjective, avec un twist final, avec une histoire qui va être développée sur Rec 2 et Rec 3, qui ne seront jamais au niveau du premier. Et Rec 4, ne l'oublions pas. Parce que alors voilà, on va faire un point, histoire que vous voyez à peu près qui est Paco Plaza et qui est Romé Balaguerro. Paco Plaza, donc qui vient de réaliser Véronica, c'est un monsieur qui a quasiment fait que des thrillers et des films d'horreur. Il a commencé par deux films, Les Enfants d'Abraham en 2002 et L'Enfer des loups en 2004, mais c'est surtout avec Rec qu'il a eu la consécration, donc qu'il a co-réalisé avec Romé Balaguerro. Ils ont ensuite co-réalisé tous les deux Rec 2, qui est une infâme bouse. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je trouve que c'est pas le pire. Il me semble, Rec 2, on est d'accord que c'est celui où il y a les enfants, ça se passe pendant Rec 1, c'est ça ? Alors, Rec 2, c'est celui qui se passe juste après Rec 1, et on envoie le SWAT espagnol, qui est dirigé par un exorciste. C'est-à-dire que tu as une troupe avec un exorciste et des militaires qui rentrent dans le bâtiment. Donc non, Rec 2 n'est pas un bon film. Et il y a beaucoup de caméras, si je me souviens bien, il y a beaucoup de caméras policières. Oui, genre on a le point de vue subjectif, mais depuis des caméras policières. Et en fait, c'est vrai que les flics ont des caméras sur leurs casques, et donc, du coup, tu vois l'évolution à travers les casques des flics, quoi. C'est ça. Et en fait, tout le bon côté de Rec 1 qui avait un petit côté novateur avec ces caméras-là, même si c'était pas le premier. Hein, on se souvient, on a fait Projet Blair Witch dans cette émission. Rec n'était pas le premier, mais il était quand même pas mal foutu, et surtout il utilisait bien les effets de peur liés à ces effets de caméra là. Donc c'était, je me souviens quand on l'avait vu, bon on était jeunes, on était au lycée. Mathias, tu t'en souviens ? On devait avoir 17 ans. Donc... 16-17 ans, j'avais 16 ans, et ouais, on avait bien flippé, hein. Ah oui, et puis surtout, c'est vraiment une expérience de cinéma. Alors, c'est vrai que je l'ai re-regardé assez récemment, d'ailleurs, en DVD, et c'est vrai que ça marche un petit peu moins bien, même s'il y a toujours des scènes qui sont très fortes, qui sont très bien foutues. Mais c'est vrai que c'est une grosse expérience de cinéma. Si jamais vous avez l'occasion de voir un ciné qui rediffuse Rec, je sais pas, pour un cycle spécial, cinéma d'horreur espagnol ou je ne sais quoi, profitez-en. Allez vraiment voir Rec au cinéma, c'est une super expérience de ciné. Donc d'ailleurs, du coup, voilà, Rec 2, pas terrible. Ouais, voilà, c'est ça, et 2, pas terrible. Et aussi, Paco Plaza a aussi cet aspect-là de sa carrière, c'est qu'il est passé de un peu tous les côtés de la caméra, puisqu'il a été réalisateur, scénariste, producteur, acteur aussi, puisqu'il a joué dans au moins un film. Il a joué dans un film qui s'appelle Spanish Movie, qui est sorti en 2009, pardon. Et donc 2 ans après Rec, et c'est une parodie des succès qui ont eu des succès de films espagnols qui ont eu un retour au box-office, quoi. Donc t'as l'Orphelinat, Labyrinthe de Pan. Ah, c'est rigolo. C'est un peu un espèce de scary movie, mais espagnol. Et c'est vrai que Paco Plaza est un de ces réalisateurs qui a un petit peu du recul, parce que c'est quelqu'un qui fait quasiment que des films d'horreur et des thrillers, mais qui a un peu de recul sur le genre. Il l'avait montré en faisant Rec 3, parce que donc du coup, Romé Balaguerro et Paco Plaza ont fait ensemble Rec et Rec 2, mais ils se sont séparés après sur la suite du projet Rec. Donc et alors attends, est-ce que Rec 3 c'était le mariage ? Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, je m'en souviens. Rec 3 qui est mon deuxième préféré de la saga. Donc il y a Rec en premier évidemment, et ensuite Rec 3 réalisé par Paco Plaza, qui se passe en fait pendant un mariage, mais qui a le parti pris déjà de à la moitié du film de ne plus être un found footage. On passe en Ah oui, mais, tu vois, je m'en souvenais plus. Jusqu'au moment où tu le mentionnes là, je m'en souvenais plus. Le film est ultra découpé en 2 parties. Ouais, il y a toute une partie avec les caméras des invités et tout ça qui filme le mariage. Donc là, ça part en vrille avec des zombies dans tous les sens, enfin plutôt désinfectés. Rec, c'est plus un film d'infectés. Et dans toute la deuxième partie, c'est filmé après normalement, mais ça devient un espèce de survival avec un petit peu d'humour à l'intérieur. Genre notamment, il y a des scènes avec la mariée qui a la robe en sang avec une tronçonneuse et qui se bat contre des... D'ailleurs, c'est l'affiche du film, on la voit, elle, avec une tronçonneuse. Et moi, j'ai beaucoup aimé Rec 3 parce que justement, il y a ce second degré qui est vraiment hyper appréciable. Et donc là, il revient avec Véronica,
où là il n'y a pas de second degré, très clairement, qui est un film voilà, d'horreur pure et dure de possession, de Ouija. Donc voilà, ça on va en parler. Et donc pour aller vite fait sur Romeo Balaguerro, lui, son début de carrière a été beaucoup plus acclamé, puisque son premier film s'appelle La secte sans nom. Vous en avez peut-être entendu parler. En 99, c'est comme ça qu'il a vraiment marqué les esprits en Espagne. C'était un gros film qui a énormément marché à l'international. Et il a eu ensuite un petit passage à vide, et c'est avec Rec en 2007, donc justement, qui revient. Raume Balaguerro, après Rec 2, donc voilà, a sorti Malveillance en 2011. Je sais pas si tu as vu Malveillance. Non, j'ai pas vu Malveillance. Et ben écoute, j'en profite pour le conseiller à tous nos auditeurs, parce que Malveillance est un très bon film, un film très malsain, donc je préviens. C'est l'histoire d'un concierge d'immeuble qui est un peu trop fasciné par une des habitantes, une des locatrices de l'immeuble. C'est très très malsain, ça met mal à l'aise à beaucoup de reprises dans le film. Le film a une tension palpable. Donc ouais, si vous avez l'occasion de voir Malveillance, c'est un film qui est assez peu connu finalement, et c'est un peu dommage, parce que je trouve que c'est un bon film. Je l'avais vu passer, mais j'avoue qu'il m'avait pas plus motivé que ça. Et donc Romeo Balaguerro a ensuite fait Rec Apocalypse, Rec 4, qui est son gros accident de parcours pour moi. Celui-là, c'est celui qui se passe sur le bateau? C'est ça. Et oui, je m'en souviens. Et ben moi, je me souviens d'aucune scène à part que c'était pas bon. on l'avait regardé ensemble. Oui. C'est le seul truc. Enfin voilà quoi, c'était sur un bateau et c'était n'importe quoi. Voilà, c'est désinfecté sur un bateau. C'est pas très bien filmé. Et d'ailleurs, en fait, c'est ça qui est étonnant, c'est que Romeo Balaguerro, c'est un mec qui normalement a une réalisation. Donc j'ai du mal à discerner vraiment sa patte dans tous ses films, mais dans celui-là particulièrement, dans Rec Apocalypse. C'était tellement générique, ça aurait pu être n'importe quel réalisateur, n'importe quel Yes Man qui l'a fait, il y avait aucune personnalité dans ce film. Ah ouais, non, ça c'est clair. Alors que dans Malveillance, on retrouve un petit peu ce côté satire de la société espagnole, puisque donc, voilà, ça se passe dans un immeuble en Espagne, comme pour Rec, sauf que là, il n'y a pas désinfecté, mais c'est juste une histoire malsaine. Mais on retrouvait voilà, ce côté-là. Dans Rec Apocalypse, à part le fait que le film soit en espagnol, en VO, ça pourrait être n'importe quelle production pourrave américaine. Et j'ai détesté Rec Apocalypse. Je le déteste, je l'aime même encore moins que Rec 2, parce que Rec 2, pour moi, c'est un pur nanar. C'est-à-dire que c'est un film qu'ils ont fait sans aucun second degré, et qui est involontairement drôle du début à la fin. Il y a tout un délire sur la religion dans Rec 2, mais qui est hallucinant de conneries. Qui est introduit par le 1 quand même. Oui, qui est introduit par le 1, mais du coup, il pousse le curseur à fond dans le 2, et c'est vraiment raté, quoi. Donc voilà, et il a cette particularité aussi de scénariser les films qu'il réalise. Oui. Ce qui est assez particulier. Alors du coup, j'ai pas vérifié s'il avait scénarisé Rec Apocalypse, mais beaucoup de ses bons films sont aussi scénarisés par lui-même, quoi. C'est le cas de son dernier film que moi j'ai pas vu, mais alors les critiques sont assez mitigées. Il y a beaucoup de gens j'ai vu pas mal de critiques qui disent qu'il est un peu trop référencé. C'est vrai que c'est un des problèmes de Romeo Balaguerro, c'est qu'il a beaucoup de grosses références et il les cite régulièrement dans ses films, au point que, comme je le disais tout à l'heure, on voit plus trop sa patte à lui. Et c'est le cas pour Musa, qui est sorti en décembre 2017. Les premières critiques disaient ça. J'ai pas encore eu l'occasion de le voir, il faudra qu'on le regarde pour se faire notre propre opinion dessus. Mais ouais, c'est ce qui ressortait des critiques ciné en Espagne. C'est que voilà, le film était très esthétique, a priori, très référencé, mais assez vide sur le fond et pas très personnel. Donc on verra ce que ça donne en vrai, parce que nous on n'a pas. Voilà, on se fera notre avis en le regardant. Il a été traduit, il a eu. Il est sorti en Espagne, mais est-ce qu'il est... Alors Musa est sorti en Espagne en décembre 2017. Malheureusement, il n'a pas eu de sortie France pour le moment. Alors après, voilà, ça peut arriver dans les prochains mois, puisque pour rappel, donc Véronica, dont on parle aujourd'hui, est sortie en France. Donc là, fin janvier, mais il est sorti en Espagne l'été dernier, et il est sorti en Blu-ray en Espagne en décembre. Oula, oui, d'accord. Donc voilà, on a de la marge encore pour voir Musa. Donc voilà. D'ailleurs, c'est un peu dommage, parce que moi j'espère que des gens vont aller voir Véronica au cinéma, parce qu'on va en parler, mais on a globalement bien aimé. Plutôt que d'essayer de le télécharger sur internet ou quoi, parce que c'est un film qui marche mieux au ciné, je pense. Si tu le regardes sur un petit écran, tu risques d'avoir moins d'effets qui fonctionnent, je pense. Ouais, c'est possible. Ouais, j'avoue, je l'ai vu au cinéma. En plus, je l'ai vu dans de bonnes conditions, mais ça, on en reparlera après. Mais oui, c'est vrai que... De toute façon, autant voir les films au ciné quand on peut, hein.
Oui, bah oui, sorte, exactement. Donc voilà. Si vous avez l'occasion de voir Véronica, bon là on arrive peut-être un peu tard parce que je crois que le film est sorti depuis à peu près un mois. Mais donc, ouais, non, voilà. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, voilà, plutôt au ciné, c'est toujours plus sympa. Enfin bref, voilà, c'était le point sur les carrières de ces deux réalisateurs espagnols qui ont connu une trajectoire commune à un moment et qui leur colle à la peau. Mais donc voilà, aujourd'hui on parle de Paco Plaza et de Véronica. Donc déjà, avant même qu'on commence à entrer dans le vif du sujet du film, j'avais quelque chose à dire sur les intentions de Paco Plaza Ah bah vas-y. sur ce film. Ouais, parce que, alors je le précise, j'ai eu l'occasion, et c'est la première fois dans l'histoire de cette émission, que j'ai pu aller à une projection presse, dis-toi. Donc on a attendu que tu aies pu le voir au cinéma, puisque donc, je rappelle que Charles habite à Lyon, et donc du coup c'est plus compliqué pour ce genre de choses. Bah, c'est même c'est hallucinant, c'est-à-dire que je pense que je pourrais l'expliquer, mais ce serait que des hypothèses. En fait, le film est extrêmement mal distribué, et il est moins de 150 salles en France. C'est dommage, hein. Donc c'est dommage. Et à Lyon, je dis peut-être des bêtises, mais en tous les cas, il n'est pas distribué dans les pâtés, ça c'est sûr. Dans les UGC, dans certains UGC peut-être. Et bon, bah, les cinémas type comédia, je crois que même pas, quoi. Bon, après, là, il y a plus un choix éditorial aussi. Mais il est mal distribué. Dans tous les cas, il est vraiment mal distribué. Moi, le fait que j'habite en région parisienne, donc fait que déjà, si j'avais voulu le voir au cinéma en temps normal, ça aurait été plus simple. Mais aussi que j'ai pu entrer en contact avec les personnes qui s'occupent de la promotion du film. On leur a parlé d'inspirer de faits réels, donc ils ont plutôt a priori apprécié le concept puisqu'ils m'ont invité à venir voir le film. Donc j'y suis allé, j'ai pu le voir dans des bonnes conditions. C'est peut-être aussi un signe du faible nombre de personnes qui s'étaient déplacées pour aller voir le film, non? Pour une projo presse, quand t'as un podcast un peu émergent comme ça, qui obtient une accréditation presse. Bah écoute, moi je sais pas, j'ai posé la question, tu vois, je leur ai envoyé un mail, j'ai fait bonjour, voilà, on a cette émission, est-ce que ça pourrait coller, est-ce qu'on peut venir voir le film, ce serait cool, quoi. Et ils m'ont répondu, ouais, bah oui, volontier, machin, très bien. Donc, sans contrepartie, on peut dire. Ah non, sans aucune contrepartie, bien sûr, non, ça c'est évidemment, si je pense qu'on n'accepterait pas déjà, enfin, on n'a aucun intérêt puisqu'on ne gagne aucun argent avec cette émission, qu'on l'a fait vraiment pour le plaisir. Donc non, c'était vraiment pour pouvoir aller le voir dans des bonnes conditions, puisque voilà, c'est un problème qu'on a actuellement avec le cinéma d'horreur, et je pense que c'est pour ça qu'il y a plusieurs grands groupes qui rechignent à diffuser certains films. C'est des problèmes de comportement en salle. C'est vrai que le voir en projection presse, pour moi c'était vraiment un confort, quoi. C'est-à-dire que tout le monde est là à prendre des notes sur le film, il y a pas de voilà, il y a pas de trucs qui te sortent du film, quoi. Donc c'est vraiment des bonnes conditions, et d'ailleurs bah, du coup voilà, je remercie l'agence qui m'a permis de le faire, en tout cas. Donc voilà, et donc en allant là-bas, bah, comme toute personne qui peut assister à une projection presse, j'ai eu un dossier de presse. Et dans ce dossier de presse, nous avons les notes d'intention du réalisateur, les notes d'intention de la production, et tout ce qu'ils disent à propos de ça, quoi. Donc c'est ce qui me permet de pouvoir faire cette partie sur les intentions de Paco Plaza, puisque j'ai pu les lire dans sa note d'intention, tout simplement. Il dit qu'en fait, il a voulu faire un film qui mêle la peur à la James Wan. Donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup le travail de James Wan, notamment sur Insidious et sur les Conjuring. Et un drame social à la Carlos Saura. Donc Carlos Saura, c'était un monsieur qui a fait plusieurs films, qui est très connu en Espagne, qui a fait notamment Cría Cuervos, qui a été acclamé par la critique. Et c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses sur. Il y a beaucoup la thématique de l'enfance, souvent dans ses films, et aussi surtout voilà la lutte sociale, les difficultés, le quotidien des familles qui ont du mal à vivre. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans son cinéma, et il a voulu mêler ces deux choses dans son film. Il disait qu'il voulait faire un remake d'un film de Carlos Saura, mais qui aurait été réalisé par James Wan. C'est la formule qui dit. Alors c'est une petite vanne, mais ça révèle plutôt bien l'essence de ce qu'il a voulu faire dans le film. On est dans un film, donc on a Véronica, qui est une adolescente qui a, je crois, 16 ans dans le film. 15. Ah oui, sinon c'est dans l'histoire, vrai qu'elle a 18 ans, et donc la 15, j'ai fait à mi-chemin entre les deux. Donc oui, elle a 15 ans dans le film, Véronica, et elle s'occupe de ses frères et sœurs, et elles évoluent dans un monde où elles sont un petit peu comme des petits Robinson abandonnés par leurs parents, parce que du coup, le père est mort, la mère travaille beaucoup, donc du coup c'est Véronica qui est obligée de s'occuper de ses frères et sœurs. Et donc ça, il y a déjà une sensation un peu claustro, souvent dans le film, mais surtout ça révèle la misère sociale de cette gamine qui ne peut pas vraiment... Elle a genre une amie dans le film,
Oui. Elle a vraiment pas de... Qui va la lâcher. Voilà, qui va la lâcher en plus, donc elle a vraiment pas de relation sociale, elle est un peu piégée à cause de cette situation. Donc voilà, et le cauchemar est encore plus renforcé dans le film parce qu'il y a un point de vue d'enfant régulièrement dans le film qui crée ce côté un petit peu effrayant, quoi. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si on peut commenter maintenant, mais je dirais que... Enfin, je sais pas si tu veux qu'on garde ça pour après. Ou Non, vas-y, je t'en prie. D'accord, ok. Qu'on sent moi, perso, j'ai senti l'inspiration, mais que dans l'exécution, c'est vraiment pas toujours ça. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai pu le voir quand même dans des conditions plutôt confortables, parce que j'étais dans un multiplex, donc avec un écran immense, et qu'on était 3 dans la salle. Ça, c'est cool. On était vraiment 3 ou 4 personnes dans la salle. J'avais personne dans mon champ de vision. Il était 23h. C'était calme au possible, quoi. Et j'ai vraiment eu peur, mais allez, 3-4 secondes dans le film, quoi. Alors que James Wan, par contre, arrive à me créer de l'angoisse, arrive à me créer des situations comme ça. Là, j'ai compris un peu l'intention d'avoir aussi un appartement dont la construction, l'architecture est un petit peu soit alambiquée, soit un petit peu complexe, et d'ouvrir un peu l'angle de caméra pour filmer plusieurs choses dans cet appartement un peu claustro, quoi. Mais je trouve on sent un peu l'inspiration, mais je trouve que dans l'exécution, c'est pas toujours ça, quoi. Oui, que ça va jamais jusqu'à la hauteur de ces grandes inspirations, quoi. Ouais, non, mais je comprends, et on en reparlera donc tout à l'heure un petit peu plus en longueur dans ce qu'on a aimé et pas aimé dans le film. Je comprends ce que tu veux dire par là, effectivement. Pour terminer sur les notes d'intention, Paco Plaza voulait recréer, donc c'est lui qui dit recréer une vision idéalisée de l'esprit du début des années 90, donc que ce soit dans la musique, dans les décors, dans le look des personnages, et enfin tout ce qui fait l'atmosphère du film. Ouais. Et ça, c'est plutôt bien réussi. Je trouve que le film a une bonne ambiance. Il y a un truc qui fonctionne bien à ce niveau-là. Ouais, il y a notamment justement une grosse présence de la musique avec du rock espagnol du début des années 90 qui fonctionne vachement bien. Enfin, il y a des moments où c'est un peu lourd. Ça dépend des moments, ouais. C'est ça. Il y a des moments dans le film où ça nuit un petit peu à l'attention, donc ça nous sort un peu, ça rend la scène moins effrayante. Mais il y a aussi des moments où c'est vraiment de l'ambiance. Moi, je pense à la toute première scène où elle emmène ses frères et sœurs à l'école, où elle met ses écouteurs, et là, t'as la musique rock de l'époque, et là, t'as même des mini ralentis quand elle marche. Tu vois tous les gamins qui portent des uniformes qui font un peu vieillot. Tu vois les rues qui sont un petit peu crado, tu vois les gros immeubles de ce quartier populaire de Vallecas, parce que le film a réellement été tourné à Vallecas, on en parlera plus tard. Mais ouais, je trouve que sur ce côté, recréer cette vision idéalisée des années 90, c'est vachement bien réussi pour ça. Ouais, puis sans en faire trop. Sans en faire trop, c'est ça qui est bien. Ouais. Je trouve que c'est bien fait, sans pour autant que ce soit référencé années 90 ou fin des années 80, début des années 90. C'est pas trop référencé, c'est-à-dire que ça fait partie de l'histoire, tout en étant aussi un peu dans le décor, et moi j'ai bien aimé ça. Après, je pense que ça parlera beaucoup au public espagnol, parce que quand tu regardes la chambre de Véronica, il y a énormément de posters de groupes de l'époque, il y a des petits magazines où on sent qu'ils datent pas des années 2010, ces magazines. Je pense qu'il y a une vraie volonté de recréer ça, de mettre des petites clés un petit peu partout qui rappellent cette époque-là, pour les gens qui ont, du coup c'était dans les années 90, donc c'est les gens qui ont une trentaine d'années aujourd'hui qui ont été ados dans ces années-là, à peu près. Même une quarantaine, je dirais. Même une quarantaine, oui, pardon. Je suis très mauvais en maths. Ouais, c'est sûr que il y a un effort au niveau de la mise en scène et au niveau de tout cet environnement. Même le bar, moi j'ai beaucoup aimé le bar de la maman. Il y a quelque chose d'un peu authentique avec des gens, je sais pas si c'est des vrais acteurs, les figurants qu'il y a autour. On a l'impression qu'il y a vraiment une ambiance un peu communautaire dans le bar qui est bien rendue. Et à ce niveau-là, c'est vrai que c'est plutôt réussi. D'ailleurs, qu'est-ce qui est réussi aussi, moi je voulais comparer par rapport aux notes d'intention du réalisateur. Est-ce que ça a marché ou pas? Est-ce que sur l'ambiance de film social, toi tu trouves que ça marche plutôt bien ou plutôt pas? Alors, je trouve que c'est moyen à ce niveau-là, parce que on n'est jamais... on parlait de Babadook et de films comme ça aussi, mais là on n'est pas à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est sans doute à cause des différents arcs narratifs qui sont pas toujours bien finis, mais
Je trouve que l'ambiance film social, il passe un peu à côté parce que t'as du surnaturel ou il y a un gros manque d'interprétation. Si la fin avait été différente, mais ça je pense qu'on reviendra dessus, ça aurait pu fonctionner, mais là sur le temps long du film, je trouve que ça fonctionne pas toujours très bien. En fait, je trouve que ça fonctionne très bien au début, quand il te pose l'ambiance, quand il te pose en fait cette cellule familiale très resserrée et où il y a vraiment cette absence de la mère qui est hyper pesante, quoi. Ouais, bah, la première scène à ce niveau-là est vraiment, enfin parmi les premières scènes, c'est très cool où on voit l'adolescente qui se lève, qui réveille ses frères et sœurs un à un. T'as la maman qui dort, tu sens qu'elle est complètement éclatée dans le lit, elle est éclatée de fatigue. T'as la photo du père, tu comprends qu'il est absent. Enfin, tout ça, c'est bien amené, tu vois le côté un peu débrouille de la famille, du coup, qui doit faire avec voilà, certains contextes. Et ça, c'est pas mal. Je veux dire, c'est pas mal, c'est bien fait, tu vois. Mais bon, voilà, après... Ouais. Ça devient ce que ça devient, quoi. Et l'autre chose qui était dans ses intentions, c'était de faire un film un petit peu proche de l'univers James Wan. Et de ce point de vue-là, alors moi j'ai trouvé qu'il y a des choses qui fonctionnent pas trop mal, notamment... Alors en fait, j'ai vu ce qu'il voulait faire, si tu veux. Je trouve que c'est pas forcément hyper bien réussi toujours, mais j'ai vu ce qu'il voulait faire. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des scènes de tension qui parfois s'étirent un petit peu dans le temps, avec une espèce avec un jumpscare, un retardement, un petit peu, c'est ce que fait James Wan, surtout sur les Conjuring, un peu moins sur Insidious. Mais ça, je l'ai ressenti, les plans très larges où la menace peut venir d'un petit peu partout. Ouais, ils sont pas si nombreux ces plans-là. C'est pas comme, je trouve que c'est un peu à double tranchant là, parce qu'ils sont pas non plus extrêmement exploités. Hein. Non, mais c'est ça qui est dommage. En fait, justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu ce qu'ils voulaient faire. Mais c'est pas toujours utilisé. Et c'est vrai que voilà, il y a tous les plans où Véronica est dans le couloir de l'appartement et où donc on voit le salon et 2 chambres sur les côtés. Donc du coup, la menace peut venir de 3 endroits différents. Et en fait, je vous le rappelle ici dans cette émission, nous spoilerons toujours le film. La menace ne viendra jamais de ces endroits-là, en fait. Et c'est dommage. Et voilà, c'est pour ça qu'on voit qu'il a voulu faire comme, mais il l'utilise pas. Par contre, il y a des trucs que j'ai trouvé plutôt pas mal, notamment sur l'utilisation de plans très signifiants qui essayent de te faire passer des messages avec des gros sabots quand même, mais qui fonctionnent bien. Il y a beaucoup de plans sur les immeubles du quartier qui évoquent des croix renversées. C'est un truc que j'ai vu dans le film et je me suis dit que c'était plutôt bien foutu. Bon, après, le problème, c'est ça devient un peu un tic au fil du film parce que ça revient, je crois, 3 fois. Il y a un truc avec les bâtiments. Les bâtiments sont parfois bien filmés, je trouve. Ouais. Je trouve qu'il y a des efforts, même si, comme tu le disais, des fois c'est un peu avec les gros sabots, tout ça. Mais il y a des efforts esthétiques qui sont assez appréciables. Dans les plans signifiants, il y a aussi, quand elle est juste le jour de l'éclipse, juste avant de quitter la salle de classe, il y a le rétroprojecteur qui renvoie vers elle un halo de lumière qui pourrait faire penser à une éclipse, et de l'autre côté, renvoie une image de sacrifice. De sacrifice qu'elle voit en cours. Et là, bon, bah voilà, c'est là où tu as un côté un peu de drame, c'est-à-dire que tu sais, ce plan t'indique un peu la manière dont va se terminer le film, quoi. Ouais, c'est un des plans d'ailleurs qui a servi de promo au film. Sur les photos promo du film, on le voit beaucoup. Et c'est vrai que, voilà, il y a beaucoup de plans dans le film que j'ai trouvé vachement bien foutus. Et c'est vrai que l'atmosphère générale où on sent qu'il y a une grosse influence des films de James Wan, ça m'a fait un peu penser à un Conjuring 2 en Espagne, mais je crois que tu n'es pas tout à fait d'accord avec moi là-dessus. Alors sur l'idée, si je suis d'accord sur le côté Conjuring 2 en Espagne, mais pour moi en fait Conjuring 2, comme c'est pas le très bon James Wan non plus, c'est un chouette film, hein, j'avais bien aimé, mais c'est pas du très bon James Wan non plus, et je trouvais même qu'à la limite la réalisation de Véronica était plus classieuse pendant le début du film. J'ai même trouvé que quand il essaie pas de faire peur, quand il essaie pas de faire du James Wan, je trouvais que c'était presque mieux que du James Wan. Et quand il essaie de faire peur et qu'il s'inspire de James Wan, bah, il le fait pas très bien, j'ai l'impression. Et donc ouais, je dirais même que j'ai quand même préféré le début de Véronica à beaucoup d'autres films d'horreur. Hein. C'est vraiment une question de longueur après, je trouve. Ouais, c'est là qu'on n'est pas tout à fait d'accord, parce que justement, toi Conjuring 2 n'est pas un de tes préférés de James Wan. Ouais. Moi, en l'occurrence, oui. Parce que justement, c'est ce que j'aime bien. C'est ce côté un petit peu... Il y a un côté un peu vintage que j'aime bien déjà dans l'esthétique. Et c'est pour ça que j'ai par exemple bien aimé Ouija, les origines, et que toi, je pense que tu as un petit peu moins aimé. Ouais, ça m'est passé un peu. Moi, c'était pas mauvais.
Et donc voilà, moi j'aime bien justement ce gimmick en particulier de James Wan, d'étirer vraiment la scène en longueur jusqu'à ce que l'action vienne à un moment où t'en peux plus, quoi. Ouais. C'est un truc que j'aime bien. Après, je sais que ça plaît pas à tout le monde, et c'est pour ça que c'est un des trucs que j'ai aimé dans le film. Donc voilà. Bah, d'ailleurs, en parlant dans des les autres trucs, ouais, vas-y, dans les autres trucs que tu as aimé. Ouais, il y a d'autres trucs que j'ai aimé. Je trouve que les enfants, et c'est assez rare pour être souligné, je trouve que les enfants jouent très bien. Et notamment, surtout, les deux sœurs de Véronica, les deux petites sœurs de Véronica, qui sont très attachantes, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Dès le début et jusqu'à la fin. Et il n'y a pas de fausses notes, il n'y a pas des moments où elles te sortent du film parce qu'elles jouent mal. Alors, parce que ça arrive dans certains films où tu as des enfants qui jouent pas très bien. Je pense notamment à The Visit de M. Night Shyamalan. Avec une blague à la con toutes les 2 minutes pour essayer de Non, mais détendre l'atmosphère. en fait, j'ai bien aimé le film globalement. On va faire une petite parenthèse sur The Visit. On en a déjà parlé en plus, je crois, dans l'émission de The Visit. Mais je trouve que l'acteur qui joue le petit frère, il y a des moments où il joue mal et où ça se sent. Ouais, vraiment. Ouais, je suis d'accord. Où il en fait vraiment trop, quoi. Sa sœur, ça va. Mais donc voilà. Et là, dans Véronica, il n'y a pas ça. Je trouve que tous les enfants jouent très bien, y compris le petit. Le plus jeune. Le ah tout ouais, petit. mais je l'adore. Le plus petit, là, avec ses lunettes et un œil qui dit merde à l'autre, là. Il est tellement choupi. Et il est juste du début à la fin. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où tu remets en doute son personnage, quoi. Bon, après, il y a je sais pas si il y a une réelle volonté d'acteur derrière. Non, mais en tous les cas, il y a un truc. Il est trop jeune pour ça. Mais en tout cas, il y a un truc un peu authentique. Enfin, oui, parce que bien, des fois, t'as des enfants au cinéma qui jouent à la star, tu vois. Ouais. Où tu vois qu'ils sont en train de jouer mal un enfant acteur, tu vois. Ouais. Alors que là, il y a une vraie sincérité dans son jeu. C'est-à-dire qu'on lui dit, tu fais ça, et enfin, je pense pas qu'il joue un personnage, je pense qu'il est juste lui-même, cet enfant, mais on lui dit de faire des trucs. Et il les fait sans que ça te sorte du film, sans jouer à la star, et c'est ça que j'aime bien. Et c'est aussi le cas pour, je trouve, Sandra Escacena, l'actrice principale, qui interprète Véronica. Pour moi, c'est une actrice qu'il faudra suivre un petit peu, parce que je trouve qu'elle est juste pendant tout le film. Toi, je crois que t'es un peu moins d'accord avec ça. Moi, je l'ai trouvé juste pendant tout le film. Mais après, c'est pas en opposition totale avec ce que tu viens de dire, c'est que je l'ai trouvé plutôt inégal des fois. Il y a des fois où il y a des scènes en fait où elle est avec ses amis et tout, ça fonctionne bien, et il y a des scènes où elle est censée vraiment avoir un visage un peu horrifié ou des choses comme ça, et je trouve qu'il y avait là ça fonctionne un peu moins bien. Mais plus inégal qu'autre chose, hein. Après, je crois que c'est son premier grand rôle. Oui, c'est pas... Donc évidemment, ça s'affine, mais en tout cas, je trouve que voilà, pour un premier film, c'est une bonne performance, puisque c'est vraiment elle qui tient le film du début à la fin. C'est vrai qu'on la voit vraiment beaucoup. Ouais. Bah, donc je crois qu'il n'y a quasiment pas un plan où elle y est pas, en fait. Oh, si, il y en a avec les enfants. Il y a quand même des plans. Si, quand même. Mais c'est vrai qu'elle est sur beaucoup de plans. Ouais. Alors il y a un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est le côté très féminin du film. C'est surtout, j'ai trouvé ça sympa à analyser en fait en le voyant. Tu te fais tout de suite la réflexion en voyant le film qu'à part l'enfant, à part le petit frère de Véronica, les hommes sont très peu présents, voire quasiment pas en fait. Même à l'école où elles sont, c'est des sœurs qui font les cours. Enfin, il y a des sœurs qui font les cours et des professeurs. Ah oui, c'est une école séparée garçon-fille. Ouais, voilà. Donc, t'es dans un univers extrêmement féminin. Et en fait, les rares fois où il y a des hommes ou des garçons, ce sont toujours des obstacles. Donc, c'est le cas des clients du bar qui empêchent la progression des enfants et qui retiennent la mère et qui empêchent la mère d'être avec ses enfants. Il y a même un moment où elle est bloquée physiquement par les gens qu'il y a dans le bar. Il y a aussi des mecs, donc ça c'est les lycéens qui virent Véronica d'une fête, c'est-à-dire qu'elle essaye d'alerter ses amis, et t'as des garçons qui la dégagent de la fête, donc, et où soit ils sont des obstacles, soit ils sont des problèmes en eux-mêmes, et c'est le cas du père de Véronica, donc avec qui elle essaye d'entrer en contact, et des ombres qui ont une forme relativement masculine, je trouve. Parce qu'elles sont assez massives, donc elles ont pas une allure féminine. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans le film aussi, c'est voilà de voir qu'il met son propos en image comme ça, sans avoir des cartons d'explication à la con et tout ça. Moi j'ai vraiment bien aimé ce côté-là. C'est un film qui du coup donne un niveau d'analyse, et je trouve ça bien pour un film comme ça. Ouais, puis c'est fait avec de la finesse, quoi. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas non plus appuyer, c'est assez fin, ouais.
Donc voilà, et après il y a un truc où je sais qu'on n'est pas, on n'est pas du tout d'accord là-dessus, parce qu'on a discuté un petit peu avant d'enregistrer. C'est la fin. Donc voilà, on vous la refait pas, hein. De toute façon vous avez vu le film si vous en êtes jusqu'ici dans l'émission. La fin qui laisse, selon moi, selon ce que j'ai ressenti en voyant, la possibilité qu'en fait Véronica soit juste folle, et qu'elle ait tout inventé. Parce qu'à un moment elle se regarde dans le miroir, à la fin du film, et elle réalise que il y a un moment dans le film où son frère s'est bouillanté parce que l'eau de la baignoire était trop chaude et tout ça. Et en fait, là, elle réalise que c'est sûrement elle qui a augmenté le thermostat de l'eau. Et on réalise qu'il y a beaucoup de moments où on pensait qu'il y avait des apparitions et où en fait, elle était juste toute seule et il n'y a que elle potentiellement qui les a vues. Ou alors, elle aurait fait croire à ses sœurs qu'il y avait une apparition et en fait, il n'y en avait pas. Il y a même un moment où elle suppose que c'est l'apparition qui étranglait une de ses petites sœurs et à la fin, on réalise que c'est peut-être juste elle. Véronica et non pas une apparition. Et donc du coup moi je l'ai interprété comme ça, mais toi tu l'as pas interprété de la même manière. Alors je l'ai pas tout à fait interprété de la même manière, puis surtout cet enchaînement de flashbacks m'a saoulé. Oui non mais ça je comprends. C'était à la fin et j'étais complètement énervé parce que j'avais passé en fait une bonne première heure. Comme je disais tout à l'heure, le film sur sa première heure il se tient, c'est vachement chouette et tout, et en fait pour moi tous les problèmes sont concentrés à la fin, ça laisse place à zéro interprétation. Pour moi ce que tu décrivais comme étant on se rend compte que potentiellement c'est elle, moi je l'ai interprété différemment, c'est à dire que elle pensait à un esprit qui était à l'extérieur d'elle, à une force obscure qui était à l'extérieur d'elle, et cet enchaînement de flashbacks nous fait comprendre qu'en fait, il s'agit d'un film de possession, qu'elle est possédée, qu'elle n'en avait pas conscience, qu'elle pensait être poursuivie, mais en fait, ce qui la poursuit, c'est à l'intérieur, et que de ce fait-là, elle comprend qu'elle ne peut pas se défaire aussi facilement de ce dont elle voulait se débarrasser, donc le démon, voilà, qui ne sera pas d'ailleurs forcément nommé, et enfin, j'ai trouvé ça assez dingue on parlait de gros sabots tout à l'heure, mais là c'est même plus des gros sabots quoi. Je sais pas ce que c'est, mais cet enchaînement de flashbacks qui nous fait nous dire que peut-être ce serait elle. Enfin, s'il y avait eu, je sais pas, un bout de dialogue avec une des sœurs ou un truc, ça aurait pu être fait de manière tellement plus fine, parce que là ça autorise pas vraiment la place à une réinterprétation, je trouve, mais enfin bon, voilà, la fin. Après, je sais pas si c'est le moment où on parle. Bah vas-y, je te trouve parce que je sais que toi, dans les trucs que t'as pas aimé dans le film, c'est principalement la fin. Pour toi, c'est le plus gros problème du film. Donc je te laisse dire tout ce que tu as à dire sur la fin. D'accord, ok. Il y a ce moment de bascule où on se rend compte qu'en fait, beaucoup d'arcs narratifs ne vont pas aboutir. La non-aveugle qui aurait pu être un personnage assez cool, sur lequel on a 2-3 éléments intéressants, pourquoi elle est aveugle, tout ça, on apprend qu'en fait elle s'est elle-même foutu, je crois, de l'acide dans les yeux ou quelque chose comme ça, parce qu'elle commençait à avoir des apparitions, et là, boum, elle disparaît, on la reverra plus jamais, alors que c'était sans doute un des rares personnages, je pense, qui pouvait me créer de l'angoisse, parce que t'as ce personnage soi-disant aveugle, mais qui a l'air quand même de voir beaucoup plus que ce qu'il prétend. Arc narratif complètement escamoté, le fantôme du papa qui en fait ne sert là, c'est là je pense qu'aussi ça se perd un peu dans ce film social, c'est une apparition, c'est la lourdeur de l'absence du père, ou ce genre de truc là, où là je pense que on est très loin du côté dramatique de Mr Babadook, c'est-à-dire que c'est juste, il apparaît quoi, on sait pas, il est peut-être pas trop méchant, on sait pas trop. Les copines qui la lâchent aussi, on a l'impression qu'il y a un... Je sais pas, en fait, tous les personnages, en fait, tout ce qui n'est pas inspiré de faits réels, au final, parce qu'on va voir après dans les trucs, voilà, on vous a déjà un peu dit, ce qui est inspiré de faits réels et ce qui ne l'est pas, tout ce qui n'est pas inspiré de faits réels, et ben ça aboutit pas, il y a rien, les personnages sont pas super, et ça pendant la première moitié du film ça pose pas de soucis parce qu'on le sait pas encore, mais je trouve qu'à la fin il y a tous ces arcs narratifs qui sont escamotés, il y a la seule possibilité qui est laissée en termes d'interprétation à la fin, c'est que tu as effectivement un gros monstre qui la suit, et que ce gros monstre, il nous est montré sous différents angles. Je trouve qu'en fait, il y avait de la finesse au début, et que ça se transforme un peu en film d'horreur bête et méchant, quoi. Bah ouais, c'est le mal, quoi, voilà. Et non, on a juste un démon, elle est possédée, il n'y a pas de... Moi, j'ai pas vu d'autres interprétations possibles. Ce qui, du coup, m'a amené, moi, à ne pas avoir peur en fait, alors comme je disais j'étais dans des conditions plutôt optimales pour ça.
Le rôle du flic, ouais, bon bah, on le voit au début, on le voit à la fin, il est là pour introduire et pour conclure. Bah, en fait, il est surtout là pour dire que le film est inspiré d'un vrai rapport de Ouais, police, ce qui est complètement ouais, faux. D'ailleurs, on va en ouais. parler après. C'est une grosse partie que je voulais qu'on aborde dans cette émission. Véronica est un film qui est très librement inspiré de faits réels, mais qui Mm. surtout twist les faits réels pour les faire rentrer dans quelque chose d'autre. En fait, à chaque fois, on a des éléments où on se dit ah ça c'est inspiré de faits réels, et en fait non. Ouais. Et on va démêler tout ça On va maintenant, démêler. à moins que tu aies encore des choses à dire sur Oh ce que tu bah, as aimé et quand pas même. aimé. Ouais, je vais. Allez, quand même, parce que s'il y a des trucs que j'ai aimés, et notamment, il y a quelques scènes. Alors, j'ai le début, je trouve qu'il y avait une bonne scène d'intro qui mettait assez bien dans l'ambiance, même si, bon, bah voilà, il y a ce flic qu'on retrouvera pas après par la suite, ou jusqu'à la fin, qui sert juste un peu à cadrer comme ça le début et la fin. Je pense qu'il y a eu beaucoup de. Enfin, le sentiment que je donnerais comme ça, même si c'est subjectif, c'est qu'ils ont eu énormément de mal à conclure plein de trucs et que du coup ce rôle de flic qu'on voit au début, ben, quand tu le revois à la fin, tu sais que ça se termine et que voilà, c'est une espèce de clôture facile quand t'as autant de trucs comme ça qui sont pas aboutis. Là tu sais qu'au moins bon, bah, voilà, t'as mis un point final au truc et puis voilà. Par contre je trouve que c'est quand même un film qui a des trucs à dire. L'histoire de la jeune femme qui s'occupe de ses frères et sœurs, comme on a dit, le sentiment d'abandon, de solitude. Je trouve que ça, pour le coup, pendant une bonne partie du film, le film le dit bien. Il y a aussi des scènes vraiment chouettes, et ça, il y en a une bon, bah, qui est forcément complètement fantasmée. Oui, et Et la celle-là, scène. j'ai beaucoup aimé cette scène. Enfin, c'est une des Ouais. rares scènes qui m'a foutu les poils, hein. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, elle se réveille, donc on pense qu'elle sort d'un mauvais rêve. Et là, bah, il fait très jour dans la chambre. La chambre est très éclairée, presque immaculée, comme ça. Ce qui Et change par rapport ce qui au change, reste ouais, du c'est film, ça. et tu sens, t'as un sentiment de malaise en voyant ne serait-ce que l'éclairage. Et ça, c'est plutôt bien Ouais. fait en termes de cinéma. C'est-à-dire que tu Ouais, ouais, sens ouais. que C'est trop lumineux. c'est trop lumineux, c'est pas normal. Depuis le début du film, il n'y a pas autant de lumière. On est dans un truc Ouais. où c'est un peu trop positif, donc c'est pas normal. Et là, On n'est pas à ouais. l'aise. Il en est pas à l'aise, et là il y a ses petits frères et petites sœurs qui commencent à arriver et qui commencent à lui mordre les mains, les poignets, les avant-bras. Elle commence à saigner et commence comme ça à tirer sa chair. Et oh, putain, cette scène, mais c'est génial parce que c'est réussir à créer quand même de l'angoisse dans un truc aussi lumineux. Comme ça, je trouve que là, il y a une idée de contraste avec le reste du film qui est vachement bien. Et là, elle s'est bien mise en scène, et après, on voit la main de la mère qui arrive comme ça, qui est là pour l'étouffer et qui reproduit un peu la scène de sacrifice aussi qu'on voyait sur la petite diapo au début dans le cours. Et là, je trouvais que ouais, là c'était bien. Là j'ai bien aimé. Ouais, Et parce que puis bon, il y a aussi la soundtrack après, mais ça. oui, ça, on peut aimer ou moins aimer. C'est vrai que c'est une musique, c'est assez particulier comme musique. Mais non, voilà, c'est vrai qu'on a passé un long moment à parler des trucs qu'on n'a pas trop aimé dans le film, mais globalement, c'est un film qui est plutôt bien. Alors après, voilà, c'est juste dommage qu'il y ait certains effets horrifiques qui soient un peu forcés, et une fin, voilà, Ouais. qui abandonne en cours de route des bons subplots qui auraient pu être pas mal, quoi. Mais bon, Mm. c'est juste un peu dommage. Bon, on va en venir au dur, à pourquoi on fait cette émission. Ouais. Il serait temps là quand même, ça fait un Ouais, moment ça fait qu'on un petit parle. moment qu'on a parlé du film, maintenant on va parler des différences entre la réalité et la fiction, la partie la plus intéressante, parce que ce film, c'est assez particulier. On va commencer déjà par les faits réels, et vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh, Il y a le lieu. le film est Déjà, tourné à Vallecas, le à lieu. Madrid, aucun souci. Ouais. Il y a bien eu, comme vous l'avez entendu dans notre histoire au début de l'émission, une séance de Ouija entre copines qui a été interrompue brusquement. Mais les copines, enfin le père n'est pas absent dans l'histoire vraie, il est vivant. Oui, Donc tout à fait. c'était voilà. Et pas du tout interrompu de la même manière. Oui, voilà, mais ça j'allais le dire après Ouais. dans les trucs faux. Dans les trucs vrais, pour continuer, on a effectivement, alors selon la mère d'Estefania Gutiérrez Lazaro, nous avons cette histoire de fumée noire qui entre dans la gorge de sa fille après la séance de Ouija. Ça, on le... D'ailleurs, c'est marrant, mais du coup, en faisant l'émission et tout, la maman, elle a quand même l'air d'être un peu. Genre, elle affiche, quoi. Elle affiche, elle a l'air de vouloir en raconter, de vouloir capitaliser dessus, alors que dans le film, c'est un personnage auquel on s'attache un petit peu quand même. On voit qu'il y a Oui, une bien sûr. possibilité d'être avec sa famille et tout. Elle est pas du tout montrée comme ça, quoi. Oui, c'est sûr. Non, mais oui, les deux familles sont extrêmement différentes, hein. Et déjà, voilà, Mm. on l'a dit dans l'histoire au début, les deux parents sont présents, et voilà, et il y a beaucoup plus de frères et sœurs d'ailleurs, mais ça on y reviendra plus tard. Donc dans les trucs vrais, il y a aussi les ombres et les formes noires que Estefania aurait vues.
Et surtout, il y a un énorme travail de reconstitution de l'appartement. Parce que quand on compare le film avec les photos et les reportages qui ont été réalisés sur l'affaire Vallecas, c'est assez bluffant, quoi. Et c'est dommage d'ailleurs, et c'est un truc que je me suis dit à la fin du film, ils font comme dans Conjuring, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire genre c'est des vraies photos, sauf que dans Conjuring c'est les vraies photos des Warren et les vraies photos de la famille Perron. Là dans ce film en fait, ils nous mettent des photos en faisant croire que c'est des originaux, mais en fait ce sont des reproductions pour le film qu'ils ont vieilli en termes de photos, quoi. Et puis surtout, comment ils nous le font, comment ils nous le montrent. Vous savez, les photos de police, c'est pris au flash, c'est dégueulasse parce qu'il faut qu'on voit des détails de la scène. C'est pas fait pour être esthétisant ou quoi que ce soit. C'est juste du gros flash pour tout éclairer. Et là, on a des photos qui reprennent ce principe-là, mais qui du coup sont des photos de décors de cinéma, mais pris au gros flash bien pourri. Et là, c'est ce qui a fini de m'achever de m'énerver un petit peu. C'est le côté faux, en fait. Dire, voilà, on a fait des photos du décor de cinéma et on va vous faire croire que c'est les vraies photos qu'on a prises, alors qu'on avait potentiellement des vraies photos à vous montrer, et surtout, on n'était pas obligé de le faire, quoi. C'est pas, pas nécessaire. Des vraies photos, il y en a en plus, hein. Moi, je vous invite à aller regarder sur Internet, vous tapez Vallecas et Estefania Gutiérrez Lazaro, vous allez voir, il y a plein d'articles avec plein de photos, et même, je vous conseille l'émission, j'en parlerai tout à l'heure d'ailleurs de cette émission-là, de Quarto Milenio, qui a fait 2 numéros sur cette émission. Et donc là, vous verrez que voilà, des originaux, il en existe, hein. Là, c'est juste, on a mis des photos effets prises par la police pour faire croire que c'était des vraies photos qui venaient du rapport de police qui ne contient pas de photos, hein, pour rappel. Donc, c'est quand même... voilà, c'est un truc que j'ai trouvé dommage. Bon, j'en viens au truc faux, maintenant. Et vous allez voir que la liste va être beaucoup plus longue. Déjà, bon, ça c'est de l'ordre du détail, mais la planche Ouija qu'on peut acheter dans un magazine, ça ce n'était pas dans l'histoire vraie, comme on l'a dit, donc voilà, c'était une planche qu'elles avaient fabriquée elles-mêmes. Ouais, c'est l'encyclopédie de l'occulte. Ouais, l'encycklopédie de l'occulte qui s'appelle le magazine. Le truc chez le marchand de journaux qu'on a chaque semaine et tout. C'est ça. Alors moi, j'aimerais bien m'abonner à un truc comme ça. C'est grave, ouais. Alors après, j'ai pas vérifié, peut-être que ça existait en Espagne à l'époque et que c'est justement un de ces nombreux éléments pour se rapprocher de la réalité. Mais voilà, donc il y a l'hallucination cannibale dont on vient de parler, qui est une super scène, mais qui ne s'est jamais produite. Le coup du père mort, parce que le père n'est pas mort, tout simplement. La composition de la famille qui est différente, comme je l'ai dit, ils sont beaucoup plus nombreux dans la réalité. Dans le film, l'action se passe sur seulement quelques jours, mais dans les faits, ça a duré plusieurs mois, comme dans la plupart des affaires de possession. Vous en avez déjà parlé dans L'Exorciste. La plupart du temps, quand vous voyez un film qui implique un exorcisme, une possession démoniaque ou ce genre de choses, les faits réels, avec des gros guillemets, s'étalent généralement sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et dans les films, c'est rushé en quelques jours ou quelques semaines. Donc voilà, le personnage de la sœur aveugle, qui est un poil caricatural, mais qui donc du coup n'existe pas. En vrai, d'ailleurs, je crois que toi, c'est un personnage qui, même s'il aurait pu être bien, t'as un peu déçu, je crois. En fait, on en reparlera plus tard, mais oui, c'est pour moi, on voit, c'est-à-dire que ce personnage-là, on voit que c'est un personnage de film d'horreur, quoi. Ouais, complètement. Ils l'ont foutu là en disant, voilà, toi, t'es un personnage de film d'horreur, t'es une nonne aveugle qui a potentiellement l'air méchante, mais bon, en plus qu'il l'est pas. Vas-y, fais-nous peur, quoi. Et oui, c'est un personnage qui ressort forcément. Donc pour continuer sur les trucs faux, Estefania ne meurt pas comme Véronica, hein, Estefania meurt à l'hôpital. La police n'est donc jamais intervenue à la mort d'Estefania, il n'y a pas eu de coup de fil à la police dans la nuit non plus, puisque ce n'était pas la même nuit tout simplement. Voilà, hein, Estefania, donc on l'a dit tout à l'heure, ça a duré comme ça plusieurs mois, jusqu'à ce qu'elle soit envoyée à l'hôpital, qu'elle tombe dans le coma profond et qu'elle ne se réveille pas. Voilà, ça c'est l'histoire vraie. Il n'y a pas de délire de... sur 4 jours. Voilà, là on n'est pas sur une crise cardiaque à la maison en pleine nuit avec la police qui intervient. Tout ça ne s'est jamais produit. Soyons très clairs là-dessus. La photo qui brûle dans le film, dans les mains du flic, ça s'est pas exactement passé comme ça. En fait, c'est la famille qui a assuré qu'après la mort d'Estefania, il s'était passé des choses, et que notamment cette photo qui était sur l'autel avait brûlé. Mais rien ne nous prouve qu'ils ne l'aient pas brûlé eux-mêmes. Ouais. Que ce soit pas un des enfants qui l'ait brûlé et qui l'ait pas dit aux parents. Il y a 1 milliard d'explications sur cette photo qu'on retrouve brûlée comme ça. Donc elle n'a pas brûlé devant un policier qui a dit « Oh là là, c'est un phénomène incroyable, la photo a brûlé devant moi et je le mets dans mon rapport ».
Ça qui ne est s'est le cas pas dans le produit film. tout simplement parce qu'il n'y a pas de rapport de police sur ce qui se passe dans le film Véronica. Le rapport de police concerne ce qui s'est passé après et qui n'est donc pas montré dans le film. À la fin du film, il y a un carton qui nous dit que des policiers dans l'histoire vraie ont été atteints de cécité après avoir visité l'appartement, ce qui est entièrement faux. Déjà, j'aime pas les cartons, mais ça me saoule en principe d'écrire quelque chose que tu peux soit montrer, soit faire comprendre. Mais alors là, quand en plus ça peut te montrer que c'est inspiré de faits réels et qu'il y a des conneries écrites dedans, j'ai envie de te Ah dire... non, mais bon, bah, le tant pis, quoi. pré-générique de fin, Ouais. tout est faux. Ce qui est écrit est faux, les photos qu'il y a en fond, comme on a dit tout à l'heure, sont des C'est fausses, faux, ouais. tout est faux. Et ça c'est quand même... Enfin, voilà, moi je trouve ça dommage, parce que tu aurais pu faire des trucs vrais, je veux dire, c'est déjà suffisamment impressionnant, t'aurais mis en carton à la fin qu'il y a eu des phénomènes paranormaux dans la maison par la suite, que les flics ont rempli un rapport, et que ce rapport... Voilà, c'est le Caso Vallecas et tout ça. T'aurais pu écrire ça. C'était déjà impressionnant. Donc je comprends pas l'intérêt de dire il y a des policiers atteints de cécité et de mettre les mauvaises photos, tu vois. C'est un truc que je comprends pas. Non plus. Ensuite, il y a des faits réels dans le film qui n'ont rien à voir avec l'affaire, mais qui sont là. C'est-à-dire qu'on nous met des dates très précises. Mais alors qui ont rien à voir, qui ont rien à voir avec le film, mais qui peuvent donner aussi des trucs de mise en scène assez stylés. Ah oui, non mais ça on est d'accord. Justement, notamment tout le truc de l'éclipse, c'est très important dans le film, ça donne des plans hyper stylés, mais rien, absolument rien, ne prouve que la séance de Ouija a eu lieu le 15 juillet 91 pendant l'éclipse. Ça, parce que là c'est vrai qu'il y a un rapport, s'il y a un truc... solaire, quoi. C'est-à-dire que si elle avait fait la séance de Ouija inaboutie à un autre moment, t'as l'impression que ça se serait pas passé, ou ça se serait pas passé comme ça. Là, t'as vraiment un truc de concordance entre le moment où l'éclipse est au plus fort, où du coup tout le monde est dehors à l'école avec son petit film d'appareil photo devant les yeux pour cacher. Mais le truc est bien foutu, c'est-à-dire que t'as une tension entre le plus haut de l'éclipse et la séance de Ouija. Et d'ailleurs, je voulais parler justement de la séance de Ouija en elle-même. Tu disais tout à l'heure donc ça se passe pas du tout pareil dans la réalité dans le film. Donc dans la réalité, donc c'est un prof qui déchire la planche de Ouija faite à la main par les adolescentes. Donc c'est comme ça qu'elle disparaît. Dans le film, elle est détruite par l'action du démon. Enfin, tu comprends pas trop ce qui se passe. Elle se brise en deux toute seule. Donc voilà, donc ça ne s'est pas produit. C'est bien un professeur de l'école qui a déchiré la planche Ouija. Voilà. Ouais. D'ailleurs, tu remarqueras que si elle n'avait pas été cassée, je me demande comment elle serait rentrée dans le sac. Oui, ouais, ça c'est... C'est une grosse planche en bois. J'ai pas trop compris, parce que bon, quand on voit le film au cinéma, le truc, c'est qu'on peut pas le revoir comme ça. Ah non, elle est pas en bois, elle est en carton. Elle est en carton ? Elle est en carton parce qu'elle est vendue en cadeau dans le magazine. Et on voit effectivement qu'elle est un petit peu en papier cartonné. Donc, d'accord, ok. Donc voilà. Parce qu'elle a l'air assez dure quand elle la met dans son sac. Ça ah oui, ça bouge pas, étonnamment. Mais c'est vrai. Et un autre truc qui s'est passé en vrai, mais qui n'a pas grand chose à voir avec le film, c'est le fameux accident de moto. Dans le film, ils disent que Véronica veut contacter son père, c'est la raison principale, et qu'il y a Diana, donc la redoublante, qui veut parler à son mec qui est mort dans un accident de moto. Et en fait, dans les faits réels, Estefania n'avait pas perdu son père, et elle voulait juste entrer en contact avec ce monsieur mort dans un accident de moto, en fait. C'est juste ça, et donc le père devient un élément narratif du film, mais ça n'a jamais existé en réalité, quoi. Ouais. Donc ce qui nous en amène à cette partie qui est très intéressante, je trouve, à propos du film. Véronica, c'est un film qui twiste les faits réels, mais qui les twiste vraiment, c'est-à-dire qu'il prend des faits réels et qui va les amener vers autre chose, donc tu peux pas contester la véracité de ces faits, c'est-à-dire qu'ils ont existé, mais c'est juste qu'ils n'ont pas de lien avec l'histoire, quoi, avec l'histoire réelle. Alors c'est un peu agaçant pour les gens comme nous qui aiment bien la précision par rapport aux faits réels, mais moi je trouve que d'un point de vue cinématographique ça marche pas trop mal. Mais bon, je vais prendre des exemples en particulier. On nous fait croire dans le film que la police est intervenue le soir de la mort d'Estefania, ce qui est complètement faux. En fait, on nous fait croire aussi que le rapport de police concerne la mort d'Estefania, c'est faux. Le rapport de police concerne en fait les faits troublants qui se seraient produits après sa mort. On nous fait aussi croire qu'elle est morte chez elle une nuit de juillet 91, juste après l'éclipse, mais c'est faux. Elle est morte en août 91, donc un mois après, à l'hôpital. Donc voilà, c'est des choses comme ça. En fait, la mention inspirée de faits réels dans le film, c'est pas vraiment un mensonge, mais c'est très librement inspiré.
Ouais, c'est tellement librement inspiré que on peut quand même poser question de la véracité au bout d'un moment. À ce moment-là, tous les films sont un peu plus ou moins inspirés de faits réels parce qu'ils se basent sur des trucs qui potentiellement se sont passés à 2-3 endroits différents, tu vois. Non, mais c'est ça. Donc, Là, c'est pas, sur ce film, c'est vraiment ça que j'ai ressenti, quoi. ouais. Parce qu'en fait, dans le film, il y a quasiment rien qui se base sur le rapport de police. Toute la promo du film dit le seul cas d'activité paranormale reconnu par la police Et espagnole. puis même, ils te le redisent au début du film. Et ils le dans un redisent au carton. début du film. Mais alors qu'en fait, non, en fait, il n'y a rien dans le film qui est dans le rapport de police. Ouais. Et vraiment rien, quoi. En fait, moi, quand j'ai commencé à écrire l'histoire donc pour cet épisode avant d'aller voir le film, et je pensais que il allait y avoir un twist, genre Véronica va mourir au milieu du film, et ensuite la deuxième partie du film ce serait ce que vit sa mère et les frères et sœurs, et qu'à la fin le flic arrive et que en fait le rapport de police ce soit bien celui de ce qui s'est passé dans la réalité. Et en fait non, ils nous font croire que le vrai rapport de police concerne la mort d'Estefania Gutiérrez / Véronica, alors qu'en fait il concerne pas du tout ça. C'est un peu ce qui m'a déçu, quoi. Ça me fait penser, dans un autre contexte, à la série Fargo. Parce que, à la limite, que ce soit inspiré de faits réels ou pas, bah, voilà, on s'en fout, à la limite, c'est du cinéma, tu vois. Mais, en l'occurrence, là, il joue beaucoup sur l'effet de réalité que ça apporte. Et du coup, il joue beaucoup avec cette réalité, alors que le parti pris de Fargo, c'est pas vraiment un carton, c'est juste après ou juste avant même que tu vois le nom Fargo à l'écran, là, je parle de la série, apparaissent, tu as This is a true story, et donc, ceci est une histoire vraie, et des fois tu as tous les mots le true qui s'effacent, et tu as juste This is a story, tu vois. Et c'est brillantissime parce que rien dans Fargo n'est inspiré de faits réels, tout est faux. Mais t'as ce truc au début toute l'ironie que t'as dans cette série et tout le drame, ça te le rend pas forcément plus crédible, mais tu l'ancres un peu, toi, dans la réalité. Et là, du coup, c'est ce qu'ils essaient de faire, mais de manière vraiment beaucoup moins fine. Alors en fait, il y a une nuance avec Véronica, c'est-à-dire que le film ne se base pas sur le rapport de police, mais il se base en revanche sur des faits plus ou moins réels, c'est-à-dire des faits rapportés par la famille. Mais qui n'ont aucun rapport avec le rapport de police. Hein. Voilà. Enlever tout de suite cette idée de le seul cas reconnu par la police, ça, non. En revanche, ça se base sur les témoignages de la famille dans beaucoup d'émissions de télé qui ont été réalisées depuis, et sur les rumeurs de l'époque. Et ça, c'est assez logique, parce que quand tu consultes la note d'intention de Enrique López Lavigne, qui est le producteur, il raconte à l'intérieur qu'il connaît très bien Iker Jiménez. Et donc Iker Jiménez, c'est un monsieur que j'ai découvert en faisant cette émission, et d'ailleurs j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aimerais bien être comme lui quand je serai grand. Fais gaffe à ce que tu vas dire maintenant. Non, mais alors Iker Jiménez, c'est une star en Espagne en fait, parce qu'il présente déjà une émission à la radio sur le surnaturel, sur le paranormal, un peu comme nous, mais en mieux. Et il présente aussi Quarto Milenio, qui est une émission sur le surnaturel, et donc il a consacré 2 numéros à l'affaire Vallecas. Bon alors, Quarto Milenio, il y a eu quelques controverses parfois sur l'émission, parce que comme toutes les émissions de ce type, on lui a reproché son manque de rigueur scientifique, ça c'est assez habituel, on l'a reproché à toutes les émissions qui concernent les mystères et le surnaturel, et je pense que nous aussi on aura ce genre de retour sur le bureau des mystères, ce qui est normal, c'est normal. Ouais. Mais parce que Quarto Milenio, ça reste avant tout un divertissement, un peu comme Mystère en France, mais on a un petit peu mieux fait, quoi. Quarto Milenio, c'est le plus vieux programme de la chaîne Quattro, il existe depuis 2005, c'est la 13e saison là en ce moment déjà. Ils ont fait plus de 500 émissions, ils font toujours des bonnes audiences. Hein. Je m'étais renseigné, c'est à peu près 600 000 téléspectateurs par émission, ce qui sont des bonnes audiences en Espagne. Oui, c'est pas mal. Ouais. Non, ça marche bien, c'est un des programmes qui marche le mieux sur la chaîne Quattro d'ailleurs. Et donc du coup, si vous comprenez l'espagnol, allez, on vous conseille l'émission, parce que ça parle très vite, hein, c'est la télé espagnole. Ouais. Donc si comme Mathias, vous avez fait une LV2 espagnole, allez-y. Eh ben écoute, je l'ai jamais aussi bien utilisé ma LV2 espagnole qu'en préparant ce numéro, parce qu'il y a des trucs que j'ai réussi à traduire, malgré tout ce que j'ai oublié avec le temps. Car oui, j'ai fait 1 an de LEA il y a très longtemps, et j'ai pu utiliser mes connaissances en espagnol pour cet épisode.
Donc il y a tout un épisode dont j'ai consulté évidemment plusieurs extraits, je ne l'ai pas regardé dans son intégralité parce que l'émission fait 2 heures quand même. C'était en 2002, ils ont fait pour les 20 ans de l'affaire Vallecas une émission spéciale où ils ont mis des reconstitutions et on sent que ça a vraiment servi de base de travail pour les décors de Véronica. D'accord. Que l'appartement correspond vraiment à la reconstitution qu'il y avait dans Quarto Milenio, quoi. D'accord, ok. Donc voilà, je pense qu'il y a eu une grosse inspiration sur ces émissions-là pour le film Véronica, c'est voilà, sur ces témoignages de l'époque, sur la mère qui dit ma fille était possédée, ma fille, il y a une fumée noire qui lui rentre à l'intérieur, je pense que c'est le fantôme de machin. En fait, il se base vraiment plus sur les témoignages de la famille et sur les émissions à mystère de la télé espagnole que sur le rapport de police en lui-même, qu'on a consulté et qu'on a chez nous. Hein, enfin, on l'a imprimé, je l'ai surligné, tout ça, j'ai consulté, je l'ai eu dans les mains. Quoi. On est plus sur un film qui utilise cette émission pour faire comme storyboard, en fait, plutôt que sur une écriture qui se base sur le rapport de police. Donc du coup, c'est vrai que bon, ben, voilà, ça donne ce que ça donne pour nous, en tout cas, en tant que film inspiré de faits réels. Et du coup, moi, je me suis senti un petit peu floué. Mais en vrai, je ne peux que reconnaître que c'est assez malin dans la manière dont il l'a fait, Paco Plaza. Lui, c'est un mec qui aime bien jouer, justement, avec l'étiquette, avec cette étiquette-là. Et il y a un moment dans le dossier de presse où il en parle, justement. Et il parle du fait qu'en tant que spectateur d'un film d'horreur qui est inspiré de faits réels, on ne peut pas s'empêcher de se demander ce qui est vrai, ce qui est de l'imagination, ce qui a été intégré pour faire des effets, ou voilà, ce qui s'est réellement passé, quoi. Et lui, ce qu'il voulait, c'était que les gens voient l'affiche du film où il y a marqué inspiré de faits réels et qu'ils se demandent est-ce que ça c'est vraiment arrivé, et qu'ils aient un petit frisson et qu'il y ait une petite voix qui leur fasse oui, ça s'est vraiment passé. Sauf que bah en fait, voilà, comme je disais tout à l'heure, quand on intègre des personnages avec le cul, comme c'est le cas de la nonne, vous remarquerez l'expression, c'est bien comme ça que ça se passe, bah on comprend en visionnant le film, en fait. Ouais. C'est ça aussi qui est problématique, c'est que il y a des personnages qui font crédible, il y en a d'autres qui le font pas, quoi. Bah c'est un des trucs que j'ai trouvé un petit peu dommage dans le film. Après voilà, je trouve que justement on peut pas lui enlever qu'il a vraiment réussi à brouiller hyper bien dans le film la notion d'inspiré de faits réels, parce que là il tombe sur des gens très tatillons comme nous sur les faits réels, donc oui, voilà, on arrive, puisqu'on s'est bien renseigné sur le film avant et qu'on a écrit l'histoire vraie avant, on arrive bien à dissocier ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais je pense que si j'avais vu le film sans me renseigner sur l'histoire avant, sur l'histoire vraie, j'aurais pu me prendre dans le truc en me disant mais est-ce que tout est vraiment vrai, voilà. Ouais, mais ça, Moi, j'aurais tout de suite vu que la nonne, elle était pas vraie, par exemple. Oui, je veux dire, ça, c'est le truc que tu peux te poser comme question à partir du moment où il y a marqué inspiré de faits réels. Tu te dis, mais alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas, tu vois. C'est pas... il suffit qu'il y ait l'étiquette inspirée de faits réels pour que tu sois amené à te poser la question et que à un moment donné, tu vois un démon, tu dis, bon, bah oui, ça, en effet, il y a peu de chances, sauf cas exceptionnel, il y a peu de chances qu'il soit apparu dans une chambre, mais c'est pas tant l'étiquette et jouer avec, c'est le fait que il y ait des si grosses ficelles et que les personnages qui étaient ramenés, en plus de ceux qui existaient déjà, soient finalement de purs personnages de films d'horreur et pas qui constituent finalement pas des billes pour le film social, dramatique dont on a parlé au début, quoi. Ouais. Bah, en fait, c'est ça, hein, je me rends compte qu'on a vraiment tous les deux plus préféré la partie film dramatique de ce film, et la partie horreur un petit peu moins, mais en même temps, voilà, comme d'habitude sur ce genre de production, c'est ce qui te permet de rythmer le film. C'est un avis que j'avais eu également sur ça, quand on avait parlé de ça. Je me disais que j'avais beaucoup aimé la dimension sociale du film Ça, sur le passage de l'enfance à l'adolescence, et que les éléments d'horreur étaient là finalement plus pour rythmer le film qu'autre chose. Et je trouve que sur Véronica, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, le final privilégie beaucoup trop l'horreur, et une horreur plus irréaliste, et du coup ça fonctionne moins. Ça, il est bien dans l'horreur quand même. C'est pas, enfin, je veux dire, il y a pas mal de trucs irréalistes qui sortent. Ah oui, non, mais ce que je veux dire, c'est dans le rythme du film, dans la manière dont le film avance. Je trouve que les scènes d'horreur dans ça servent vraiment à faire avancer petit à petit le truc, à te maintenir, à maintenir ton attention dans le film. Ce qui est moins le cas chez Véronica. D'accord.
Et surtout, Véronica, le final, du coup, on aborde beaucoup moins les thématiques. Enfin, c'est juste, en fait, elle meurt. Ouais, mais c'est... Et il y a pas... en fait, elle était possédée et elle meurt, hein, voilà, c'est fini. Et il n'y a pas, comme à la fin de ça, par exemple, est-ce que c'était finalement une allégorie de leur, de leur peur d'enfance qui disparaît et qui permet leur passage à l'âge adulte? En fait, il y a moins de profondeur à la fin de Véronica. Ça se finit en mode, en fait, il y avait un esprit, et puis, il a fini par la tuer. Ouais, alors à la fin, il faut vraiment dire que c'est à la fin, parce que pour le coup, j'ai quand même préféré la première heure de Véronica à tout le film ça. Alors pour oui, coup, mais... alors ce qui me permet de faire un petit teaser. J'ai préféré 1 heure de Véronica que 2h40 de ça. Car vous le savez très probablement, parce que vous écoutez les émissions tout simplement. On avait fait l'émission sur ça, la discussion de l'émission sur ça avec Mimi, parce que donc Charles n'avait pas pu voir le film à temps et Puis j'y connaissais rien en Stephen King. Et n'y connaissait rien en Stephen King. Et on se disait que c'était dommage quand même de pas avoir l'avis de Charles sur ce film. Donc, mon avis si blasé sur tant de films. Le film Ça est sorti en DVD, Blu-ray, etc. Il y a pas très longtemps, là, à la fin du mois de janvier. Donc du coup, forcément, je l'ai acheté. Je vois Charles très prochainement. Nous allons voir le film ensemble. Nous allons le revoir, plus exactement. Et nous allons sûrement vous faire un petit bonus pour avoir l'avis de Charles sur le film, et puis surtout vous sortir d'autres anecdotes sur le film, puisque le Blu-ray que j'ai en ma possession possède pas mal de bonus, donc je vais pouvoir consulter et voir s'il y a des petites anecdotes à gratter qu'on n'avait pas racontées dans l'épisode avec Mimi. Donc voilà, c'est une promesse, on vous fera une petite discussion sur ça, une petite discussion bonus. Mais pour l'heure, est-ce qu'on a fini avec ce film? Il faudrait peut-être qu'on se demande... je vois que le compteur tourne. Il faudrait peut-être qu'on se demande tout simplement si, comme d'habitude, le film colle au fait réel ou non. Je crois qu'on a plus ou moins répondu à cette question. Ouais, moi je suis tenté de dire que non. Voilà, c'est non, oui, un peu, c'est un peu compliqué, mais globalement non quand même. Globalement non. Et est-ce qu'on adhère Eh bien écoute, moi oui. Globalement, j'ai bien aimé le film, j'ai passé un bon moment. C'est pas j'ai pas passé non plus j'ai pas trouvé que c'était un chef-d'œuvre, mais je trouve que le film est suffisamment bien rythmé, suffisamment bien joué, et son côté social m'a vraiment plu. J'ai passé un bon moment dans le film, et globalement je le conseille vraiment assez chaudement finalement. Ouais, je le conseille aussi globalement. Je suis plus mitigé, je dirais que c'est vraiment c'est du 50%, quoi. C'est-à-dire que passer une certaine partie du film, moi j'ai vraiment décroché. Et la fin m'a complètement sorti. Mais le film pourrait être... j'ai l'impression qu'il pourrait être remonté avec des fois 10 minutes en moins. Il est pas très long, il fait 1h40 je crois. Il pourrait faire 1h25, 1h30 avec un montage... de la fin peut-être un peu plus, je sais pas, un peu plus intelligent, un peu plus fin, ou je sais pas. Mais donc je dirais que moi j'ai un avis plutôt mitigé dessus, ouais. Mais que j'ai passé un bon moment quand même aussi. Moi je l'aime bien par rapport à la place qu'il a déjà dans la filmo de Paco Plaza, parce que ça peut nous laisser entendre qu'il va faire plus de films à ambiance par la suite, ce qu'il faisait moins avant, parce qu'il y a une vraie ambiance qui se dégage de Véronica. Et surtout parce qu'il révèle également... Moi, j'ai beaucoup aimé Sandra Escacena, donc j'espère qu'on va la voir dans d'autres films prochainement. Et rien que pour ça, c'est bien. Donc voilà, globalement, moi, j'ai plus de positifs que de négatifs sur ce film. Ouais, non, mais je comprends. Pour le coup, il y a des fois où... Non, si, ça va, je comprends toujours ton avis. Ah, mais de toute façon, on se comprend toujours, et c'est ça qui est beau dans cette émission. On n'est pas toujours d'accord, hein, comme sur Souviens-toi l'été dernier 2. Mais... ah oui, c'est vrai. Mais bon, on ne s'engueule jamais, et c'est magnifique. Ah non, ça c'est sûr, attends. On respecte la vie des autres quand même. Bah oui. Quoi qu'ils en pensent. Et écoute, je pense qu'il est temps de terminer cette émission. Vous pouvez nous retrouver, si ça vous chante, sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter IFR Podcast, et sur la page Facebook fraîchement renommée Charles et Mathias. Car oui, jusqu'à maintenant c'était inspiré de Ferrel, mais vous n'êtes pas sans savoir que nous avons une autre émission avec le label Riviera Ferraille qui s'appelle Le Bureau des Mystères, et ça devenait un petit peu compliqué à la fin du Bureau des Mystères de dire aux gens vous pouvez vous abonner à la page Facebook inspirée de faits réels, et je ne comprenais pas. Enfin, les gens qui ne connaissent pas. On sait pas qui écoute quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent que inspiré de faits réels, des gens qui écoutent que le Bureau des Mystères, des gens qui écoutent les deux, ou des gens même qui écoutent aucun des deux? Alors pour simplifier tout ça, tout ce que nous faisons tous les deux sera sur la page Facebook Charles et Mathias. Et par contre, absolument tout. Alors peut-être pas tout.
Hein, on va éviter de ressortir des vieux dossiers. On va rester... Ouais. En attendant, nous on vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine pour un prochain Inspiré de Féral et pour un prochain Bureau des Mystères. Ouais, bisous, bisous. Bisous.